Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en ce lundi 19 janvier sur TV Vendée dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin, en ce début de semaine. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner, je vous le répète régulièrement, c'est le repas le plus important pour être en pleine forme et pour bien démarrer sa journée et donc sa semaine aujourd'hui. Je vous rappelle bien sûr que comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message, la tablette est posée juste devant moi. Nous avons reçu ce matin, il y a quelques instants dans l'invité de la matinale, à Fabrice Gaborio et Bruno Monvoisin, deux membres de l'association Vendée Sécurité Course, une association de motards qui assure la protection des cyclistes sur les épreuves vendéennes. Ils vont bientôt reprendre leur mission à l'occasion du circuit des plages vendéennes en février prochain, qui d'ailleurs sera diffusé sur TV Vendée. Et donc vous pouvez retrouver maintenant leur interview sur tvvendée.fr et sur la chaîne YouTube TV Vendée Actu. On regarde maintenant ensemble votre météo en ce lundi. Quel temps va donc-il faire en Vendée en ce début de semaine? Je n'ai pas que des bonnes nouvelles, avec un ciel qui est bien chargé en nuages dès ce matin, comptez 7 degrés au minimum dans les terres, 9 sur le littoral, et dans l'après-midi, eh bien, la pluie va faire son retour sur l'ensemble du département. Les températures resteront douces avec 10 à 11 degrés. On se tourne maintenant du côté des marées. On commence donc les horaires des marées du côté de la Tranche-sur-Mer dans le sud-ouest du département, avec une première basse mer qui est prévue à 11h16, la prochaine à 23h31. La première pleine mer était à 4h55 cette nuit, la prochaine ce sera à 17h15. Coefficient du jour de 76 à 79 et coefficient identique dans le nord-ouest au niveau du passage du Bois où la première basse mer est prévue à 11h30, la suivante à 23h44, la première pleine mer était à 4h40 et la prochaine ce sera donc à 17h. Et si vous souhaitez traverser le Bois aujourd'hui, pourquoi pas, c'est possible, je vous le rappelle, jusqu'à 1h30 avant et après l'heure de marée basse. Le soleil lui se lève ce matin à 8h42 et il se couchera ce soir à 17h50 et nous fêtons aujourd'hui les Marius. Bonne fête à tous. Il est temps de faire ensemble un point sur l'actualité du jour. Voici le journal. Nous commençons par ce procès qui débute aujourd'hui à la cour d'assises de La Roche-sur-Yon, celui de Emmanuel Abeysanga. Il est soupçonné d'avoir assassiné le père Olivier Maire en août 2021. Ce dernier, alors âgé de 60 ans, avait été retrouvé mort dans la nuit du 8 au 9 août 2021 dans une chambre de la communauté des missionnaires Montfortin à Saint-Laurent-sur-Sèvre. L'autopsie avait révélé que la cause de la mort était de violents coups portés à la tête. Le suspect s'était rendu de lui-même à la gendarmerie nationale. Emmanuel Abeysanga est déjà connu de la justice française. Il a été condamné en 2023 à 4 ans de prison ferme pour l'incendie de la cathédrale de Nantes en 2020. La semaine dernière, à l'approche du procès, l'évêque de Luçon, Monseigneur Renaud de Dinéchin, a appelé à l'apaisement dans un communiqué. Nous suivrons bien sûr ce procès. Le Conseil des prud'hommes de La Roche-sur-Yon organisait son audience solennelle de rentrée vendredi dernier. Une audience qu'a présidé Johnny Langlais, le nouveau président de la juridiction lyonnaise. Cette dernière est composée de 48 conseillers issus de la société civile répartis en différentes sections comme industrie ou encore commerce. Ils ont la mission de trancher les litiges entre salariés et employeurs, une activité qui a augmenté l'an passé. 2025, 350 affaires nouvelles saisines précisément. C'est effectivement une augmentation de l'ordre de 18%. On avait déjà connu une tendance à la hausse l'année dernière. Donc on pense qu'on est en train d'assister à une tendance de fond, d'augmentation du contentieux prud'homme qui peut-être est en lien avec peut-être la baisse du nombre de ruptures conventionnelles eu égard à leur coût, eu égard au fait que désormais on considère que ça coûte cher à l'État et à observer dans les prochaines années, en tout cas pour déterminer si oui ou non on est sur une tendance de fond d'augmentation du contentieux prud'homme. Les saisines, ce sont principalement des salariés ou anciens salariés qui saisissent le Conseil des prud'hommes. Il peut arriver de temps en temps qu'on ait une saisine par un employeur, mais c'est extrêmement rare, effectivement. On a, je pense, 95% des saisines qui sont liées à une contestation d'une rupture du contrat de travail, principalement le licenciement. Il arrive qu'on ait des saisines autres, mais c'est vraiment minoritaire par rapport au principal. Et parmi les saisines en hausse ces derniers mois, celles en lien avec la sécurité au travail, la Vendée ayant été particulièrement touchée par de nombreux accidents graves l'an dernier. En tout cas, dans la section commerce, on note beaucoup de demandes liées aux obligations de sécurité. Voilà. Donc des défaillances de l'entreprise
dans des choses, des obligations de sécurité normalement qui sont bien écrites, qui doivent être respectées, mais puis après aussi beaucoup de demandes liées au harcèlement. Et on a aussi remarqué, en tout cas pour ma part, dans la section commerce et dans d'autres sections comme l'industrie auxquelles j'ai pu faire des remplacements, une demande de respect de ces obligations par les employeurs auprès des salariés. Voilà. Respect des règles de sécurité. En fait, le respect des règles de sécurité pour assurer leur propre sécurité. S'il y a des règles qui sont écrites, il faut aussi les respecter pour assurer sa propre sécurité et pas mettre la responsabilité non plus sur l'employeur. Alors, c'est quelque chose que j'ai remarqué très dernièrement, là, vraiment dans le sort de la Roche-sur-Yon. Alors, du fait de ces accidents qu'il y a eu, je pense, dans l'industrie en Vendée. Un nouvel incendie meurtrier en Vendée ce week-end. Samedi, les sapeurs-pompiers sont intervenus à Bouillé-Corrodeau, dans le sud du département, pour une maison de 200 mètres carrés ravagée par les flammes. 27 sapeurs-pompiers et 7 engins ont été nécessaires pour maîtriser l'incendie et éviter toute propagation. Le premier étage du bâtiment s'est effondré et hier, un corps a été retrouvé dans les décombres. Il n'a pas pu être identifié pour l'instant. C'est le 3e incendie mortel dans le département en un mois et demi. C'est aujourd'hui que la Maison des Femmes ouvre ses portes à La Roche-sur-Yon. Il s'agit de la première structure hospitalière dédiée aux femmes victimes de violences dans la région. Cette maison est implantée sur le site du centre hospitalier départemental et regroupe 14 professionnels qui auront pour mission d'accompagner les femmes dans leur parcours médical et psychosocial. Le site accueillera également des permanences d'avocats avec un accompagnement au dépôt de plainte. Il est conçu pour accueillir dans un environnement sécurisé et confidentiel. La direction de l'établissement public de santé mentale Georges Mazurel à La Roche-sur-Yon présentait ses vœux en début de semaine dernière, l'occasion de revenir sur l'activité de cet établissement qui couvre toute la Vendée avec environ 18 000 patients dont 80% d'adultes. Un nouveau parcours territorial de santé mentale courra de 2027 à 2032 est en cours d'élaboration en collaboration avec les professionnels de santé, du social, du médico-social, les élus du territoire et les usagers. Le PSM Georges Mazurel, c'est 1700 agents dont 85 médecins. Et pour continuer de les attirer, plusieurs logements ont été inaugurés en 2025. L'enjeu d'attractivité médicale, il est premier bien évidemment. Et Mazurel est pleinement mobilisé pour renforcer une problématique au final qui est nationale, bien au-delà de l'établissement. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans une dynamique de rapprochement avec l'Université de Nantes, le CHU, à travers toute la thématique d'universitarisation du territoire. Aujourd'hui, on en récolte les premiers fruits à travers l'accueil de plus d'internes. On accueille aussi depuis la fin 2024 des externes, donc de futurs psychiatres, on l'espère, d'étudiants en médecine qui vont découvrir la spécialité, donc sur Mazurel. On a pu développer également la recherche clinique, et ça c'est des marqueurs, des éléments marquants d'attractivité pour les médecins sur notre territoire. Depuis le 1er janvier, un rappel Stop Drive est en cours concernant les véhicules équipés d'Airbag Takata. Pour rappel, ces airbags sont dangereux et peuvent occasionner des blessures graves, voire mortelles en cas de déclenchement. Alors comment fonctionne ce rappel Stop Drive ? Eh bien concrètement, tous les véhicules concernés doivent passer une contre-visite en centre de contrôle technique pour valider le remplacement des airbags. Si ce n'est pas le cas, les véhicules auront interdiction de circuler. D'après nos confrères de France Info, 1 million de véhicules circulent toujours en France avec des airbags défectueux. 150 modèles sont concernés. On a eu une campagne de communication un petit peu en disant faites attention, à partir du 1er janvier, votre véhicule ne pourra plus rouler s'il est soumis à une campagne de rappel Stop Drive. Ils sont au courant, ça fait longtemps que ça dure, les airbags Takata en rappel, donc ils ne sont pas étonnés, ils sont un peu surpris que ce soit les contrôles techniques donc qui mettent les véhicules en contre-visite par rapport à une campagne de rappel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en rentrant la carte grise dans l'ordinateur, on demande, on rentre le VIN, le numéro de série du véhicule, et là, la campagne, en fait, si ça porte sur une campagne de rappel, va obligatoirement en fait s'afficher sur le procès verbal de contrôle technique. La contre-visite va porter donc effectivement, il y a une contre-visite donc en critique. On ramène le véhicule au garage, le garage change les airbags, inscrit comme quoi les airbags ont été remplacés, et après, nous, par rapport au numéro de VIN, toujours le numéro de série, on sait si le véhicule, la campagne est donc stoppée.
Retour maintenant sur cette belle opération menée par le comité des fêtes de Landronde. Nous en avions déjà parlé vendredi matin puisqu'ils étaient présents sur ce plateau. Ils ont organisé un grand calendrier de l'Avent 2025 en décembre dernier. Un projet collectif pour mettre en lumière l'ensemble des 25 associations de la commune. Chaque jour, une vidéo était diffusée sur les réseaux sociaux pour présenter une association avec un lot à gagner. Toutes les associations de la commune ont participé à cette initiative et vendredi soir, c'était la cérémonie de clôture avec une remise des lots, un temps convivial auquel Louise Viadger a assisté pour nous. C'est un accueil musical pour les habitants de la commune. Ce vendredi soir, le comité des fêtes de Landronde est littéralement passé du digital au réel. Cette vidéo, c'est la première du calendrier, celle qu'on a diffusée le 1er décembre. Et c'est vrai que c'est une vidéo qui est arrivée comme ça, un petit peu sans réelle préparation du public sur nos réseaux. Et elle a suscité quand même beaucoup d'engagement. Donc il y a eu beaucoup de participation, des likes, un engagement assez fort. Du 1er au 24 décembre, une vidéo d'une association égale un cadeau pour un habitant de la commune. Alors 673 participations et un mois plus tard, c'était la remise en main propre des prix. Franchement, moi, pour quelqu'un qui vient ici souvent en vacances pour garder mes petites filles et dire bonjour à mes enfants, franchement, chapeau, une bonne ambiance, bien accueilli. Très bien, franchement. Alors, j'ai gagné un lot avec le Secours catholique, j'ai gagné un énorme panier de légumes et surtout je suis ici en tant que présidente d'une nouvelle association que j'ai créée avec mon mari à Landronde. C'est l'association L'Église au milieu du village et c'est une association qui organise des concerts dans des églises du territoire pour leur redonner vie et redonner vie à nos vieilles pierres et puis une utilité à ces églises qui sont plus très utilisées. Eh bien, on est très très contents que le succès aille jusqu'à la remise des lots et nous sommes très surpris, mais nous sommes ravis de rassembler toutes ces personnes. Cette soirée était aussi une vitrine pour présenter les événements organisés par le comité des fêtes et les 2500 habitants de Landronde ne vont pas rester sur leur faim dans les mois à venir. Nous avons la mille-pattes qui est la principale activité. Nous avons des très très beaux chemins à Landronde et nous faisons une randonnée pédestre donc au mois de mai. Pour continuer ce virage digital, le comité des fêtes souhaite proposer très prochainement une formation aux outils numériques. Le skipper sablais Tim Darny a célébré ce week-end le lancement de son nouveau bateau, un Mini 650, un bateau qui avait été mis à l'eau la semaine dernière après 2 ans de construction au Sable d'Olonne. Le skipper avait toujours rêvé de construire son propre Mini et l'a réalisé avec le soutien de ses sponsors de la ville des Sables d'Olonne, du département et de la région. Objectif maintenant, prendre le départ de sa 2e Mini Transat en 2027 après y avoir déjà participé en 2021. Le bateau, c'est un SCO, donc vous le voyez juste derrière, c'est le numéro 1131, ça c'est un numéro qui est attribué par la classe Mini. Donc sa particularité, c'est qu'il est tout en bois, avec quelques renforts en carbone. Pourquoi on a fait ça? Pour des raisons économiques notamment. Ça permettait de construire un bateau performant, mais à moindre coût. Donc là, on est sur 2 ans et demi de chantier, environ 1700 heures que j'ai fait à côté de mon travail, donc sur mon temps libre, le week-end, le soir. Donc j'ai fait une grosse partie tout seul, mais avec de nombreux coups de main. Déjà par exemple les plans, c'est des amis qui l'ont fait. Il y a beaucoup de gens qui sont venus m'aider à faire des collages, à placer des morceaux. Il y a pas mal d'entreprises qui sont devenues partenaires, d'entreprises locales, et qui m'ont fait des pièces, que ce soit par exemple les chandeliers, les cordages, voilà, toutes les petites pièces annexes. Il y a des entreprises qui ont adhéré au projet et qui m'ont dit ouais, c'est passionnant, on te donne un coup de main. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est la fin de ce journal. Regardons à nouveau ensemble votre météo en ce lundi 19 janvier avec donc pour ce matin un ciel bien nuageux sur l'ensemble du département, même des premières averses qui vont nous arriver par le nord-ouest du département, comptez 7 à 9 degrés. Dans l'après-midi, la pluie va se généraliser à l'ensemble de la Vendée. Les températures resteront bien douces avec 10 degrés donc dans les terres et 11 degrés sur le littoral. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info. Et le plus de l'info aujourd'hui est consacré à la création du campus santé à La Roche-sur-Yon avec l'ouverture dès la rentrée prochaine de septembre 2026 d'une première année de médecine qui sera donc dispensée en campus de la Courtésière à La Roche-sur-Yon avec 50 places pour cette première année.
Le but, d'abord, c'était de donner de nouvelles conditions de travail pour nos formateurs et pour nos étudiants, puisque malheureusement, depuis plusieurs années maintenant, ils sont dans des locaux complètement inadaptés. Donc, ça va être la possibilité d'avoir des locaux modernes, adaptés, fonctionnels, à iso-activité, et puis effectivement de transformer l'essai pour en faire un lieu de renforcement de l'universitarisation. Et c'est vrai qu'une des mesures phares de ce projet, c'est de pouvoir accueillir les premières années de médecine. Donc on va commencer, grâce à l'action de notre ministre de la Santé, de l'université, à avoir 50 étudiants de première année dans les locaux de l'université dès cette année. Et l'objectif pour 2027, c'est d'accueillir ces étudiants dans ce campus pour être à proximité des autres étudiants de santé et d'en faire un vrai campus universitaire santé. La Courtésière a accueilli de nouvelles formations. Les études de santé sont des études quand même qui sont assez lourdes, assez techniques, donc il a fallu un gros travail en fait derrière de préparation. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'on propose vraiment un dispositif global, c'est-à-dire qu'on mène un travail auprès des collèges et des lycées pour amener les jeunes Vendéens vers les études de santé. On ouvre la première année et ensuite on leur proposera en deuxième cycle, troisième cycle des terrains de stage dans les hôpitaux vendéens ou auprès des médecins libéraux sur le territoire vendéen également. Donc en fait, c'est tout un dispositif qu'on a construit qui mobilise beaucoup d'acteurs. La faculté de médecine, le CHU, le CHD. Donc voilà, il fallait prendre le temps de mettre tout le monde autour de la table, de s'organiser, de trouver les moyens aussi de le faire. S'agissant des cours pour cette première année, effectivement, il y a les cours disciplinaires pour ce qui concerne le volet vraiment préparation à la deuxième année, que ce soit en médecine, en pharmacie, en odontologie, qui se dérouleront en visioconférence. Vous savez que ce sont les cours en fait qui sont dispensés à Nantes, qui sont déjà captés en fait et diffusés en visioconférence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette année par exemple, à Nantes, il y a beaucoup d'étudiants qui préfèrent suivre déjà ces cours en visioconférence. Donc il y aura ces cours en visioconférence sur la partie santé, et puis la partie disciplinaire, donc là soins infirmiers, sera en présentiel, comme on dit maintenant depuis le Covid, à La Roche. Donc ce sera un mélange en fait de cours en visioconférence, de cours en présentiel. Mais surtout, ce qui est important aussi, c'est que les étudiants vendéens auront sur place le tutorat. Alors le tutorat en première année est extrêmement important. C'est un vrai facteur de réussite. Ce sont des étudiants en deuxième, troisième année qui viennent aider les étudiants de première année dans leur parcours. Et c'est évidemment un soutien, sur la formation en tant que telle, pour préparer les épreuves, les examens. C'est aussi, et il ne faut pas le négliger, un soutien psychologique et moral. On sait que c'est une première année qui est exigeante, et donc cette entraide entre étudiants, elle est aussi extrêmement importante. Et en fait, notre objectif, c'est que les étudiants vendéens, les étudiants lyonnais, bénéficient du même dispositif que les étudiants nantais, et ce sera le cas. Et voici pour ce plus de l'info consacrée donc au campus santé qui ouvrira en septembre 2026 à La Roche-sur-Yon. Comme tous les lundis, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive du week-end. Et au programme de votre journal des sports aujourd'hui, une nouvelle défaite pour le club de Challans en basket, une victoire prestigieuse des Herbiers en football contre Bordeaux et un match nul de Challans qui perd donc sa place de leader mais reste toujours invaincu. Un journal des sports qui vous a été préparé par Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Commençons par du basket. Et Challans, qui restait sur 13 défaites consécutives, recevait Vichy sans son coach Sébastien Lambert, remplacé par son adjoint. Le premier quart-temps est serré, seulement un point d'écart, 20-21. Mais dans le deuxième, Challans souffre de maladresse et accuse 7 points de retard à la pause, 35-28. Mais les Chalandais sont toujours dans le match. Au retour des vestiaires, ils se battent, reviennent à 4 points à la fin du troisième quart-temps et égalisent même à 58 partout dans le dernier. Mais un panier à 3 points non comptabilisé signe le tournant du match. Juste après, Vichy enchaîne 2 paniers et scelle sa victoire. Défaite 66-79 pour Challans, qui n'a jamais vraiment été distancé mais doit encore attendre pour obtenir sa deuxième victoire. Je pense que ce qu'il faut penser, c'est pas au maintien là, c'est gagner des matchs. C'est retrouver du plaisir, gagner des matchs. Et retrouver du plaisir, ça passe par gagner des matchs. Ça passe que par là. Moi, je trouve que cette salle a continué de vivre. Elle l'a montré encore ce soir. Elle est derrière nous. On a des joueurs qui continuent à faire de gros efforts et continuer à produire un basket qui est par séquence intéressant. Maintenant, il faut qu'on arrive à, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment se lâcher pour pouvoir avoir une dynamique qui est un peu plus constante sur l'ensemble des minutes.
pour notre chapitre football à présent. Et après un mois sans jouer, les Herbiers affrontaient les Girondins de Bordeaux, leaders de National 2, avec les absences de Jérémy Billy et Benjamin Brélivet, tous deux suspendus. Malgré la domination bordelaise en début de match, les Arbretais se montrent les plus dangereux et c'est finalement à la demi-heure de jeu, à la 28e minute, que Noah Adékalom ouvre le score sur cette frappe contrée, suivie de près 6 minutes plus tard par Sonny Butro. Ça fait déjà 2-0 en faveur des Arbretais sur 2 frappes en dehors de la surface. Ensuite, Sébastien Remp qui s'illustre sur ce double arrêt réflexe pour permettre aux Arbretais de préserver leur avantage à la pause. En seconde période, Bordeaux pousse mais ne parvient pas à trouver la faille face à une défense arbretaise bien regroupée. Finalement, les Girondins marquent en toute fin de match, mais il est trop tard, il reste qu'1 minute 30 et finalement ce sont bien les Arbretais qui s'imposent 2-1 grâce à leur caractère et leur réalisme. Les joueurs ont été assez héroïques parce qu'en deuxième mi-temps on savait que ça allait être compliqué physiquement parce que nous on n'avait pas rejoué. Mais si je reprends le schéma, on a fait une très très bonne première mi-temps, même dans l'utilisation du ballon, dans le jeu, dans les situations, dans les occasions. Et on a été pragmatique, on a été bon dans leur 16-50. En deuxième mi-temps, on n'a pas été très très beau, très très bon, mais on a réussi à contenir les assauts bordelais. Cette victoire permet aux Lyonnais, également victorieux 1-0 à Choré, de revenir à égalité de Bordeaux. Enfin, en National 3, Challans recevait Saint-Philbert de Grandlieu dans un presque derby. Après un début de match timide, les locaux dominent et ouvrent le score à la 31e minute grâce à Valentin Rémy. Les visiteurs sont ensuite réduits à 10 après ce carton rouge d'Antoine Frochet qui retient Jordan Cuvier. Mais après la pause, c'est bien Saint-Philbert qui renverse la situation grâce dans un premier temps à ce long ballon, puis un ballon contré. Et ensuite, sur cette mauvaise relance chalandaise, les visiteurs prennent le contrôle du match 2-1 et sont même proches du 3-1 avant que l'inévitable Jordan Cuvier n'égalise sur coup franc. Ça fait 2 partout, mais Challans est même proche de l'emporter sur cette tête d'Aboubacar Camara, finalement signalé hors jeu. On en restera là, 2 partout et Challans est toujours invaincu, mais laisse sa place de leader à Tours. C'est la fin de ce journal des sports, ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45, 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end. Merci Paul Deswatines pour ce journal des sports et vous retrouvez aussi aujourd'hui l'entretien sport, entretien à ce lundi avec Guillaume Simonin, c'est le responsable de la formation à des moins de 15 ans à la Fédération française de tennis de table. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Trésor caché. Cette semaine, Marion Blanchet vous emmène du côté de Tifauge à la découverte de la pierre au loup, un endroit un petit peu secret, découverte grâce à un photographe passionné par la nature. On entend quelque chose aussi, c'est une chaussée qui est Oui, il y a une chaussée avec le moulin qui se trouve au pied du château du Coubourreau. Un moulin un petit peu abandonné aujourd'hui, même complètement d'ailleurs. Et toi là, quand tu viens ici d'un point de vue faune, tu dois te régaler. Oui, je me régale avec les chevreuils, renards. C'est vraiment un cadre vraiment privilégié. Tiens, tu vois, on a un petit ragondin, là, cet endroit, il est magnifique, magnifique. Et tu peux être là toute la journée, assis sur le rocher, à prendre le soleil, à te boire un petit café. J'ai fait quelquefois des petits bivouacs, tu allumes un feu. T'es comme un Indien surplombant son territoire. Oui, et puis tu vois, tout ça, je l'arpente, tu descends dans les coteaux, il y a un endroit, il y a une petite grotte, tu découvres tout un tas de traces, et là, tu rentres vraiment sur le territoire des animaux, tu deviens l'animal qui vit ici. C'est pour moi, ces petits endroits secrets sont ma respiration d'âme, vraiment, qui fait que je me dis peut-être que tout n'est pas perdu et en tout cas là je me ressource et c'est juste magnifique. Et vous retrouvez ce nouveau numéro de Trésor caché bel et bien demain sur TV Vendée. Voici maintenant Café Cuisine. Et
Et avant de vous présenter le Café Cuisine de cette semaine, petit retour en arrière avec la semaine dernière. Eh bien, le nom de la gagnante de la semaine dernière, c'est Sarah à La Roche-sur-Yon qui repart avec le plateau traiteur offert par Green sur mesure. Il y a eu près de 140 bonnes réponses la semaine dernière. Voici maintenant la question de cette semaine. Quel skipper tente actuellement de battre le record du trophée Jules Verne à bord d'un bateau parrainé par une entreprise vendéenne? A gagné cette semaine 10 lots de 2 places pour le spectacle Flagrant délire des baladins de la médecine les 31 janvier et 1er février à Montaigu-Vendée. Et voici le premier indice de la semaine. Ce bateau, donc soutenu par une entreprise bien connue des Vendéens, entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire et très engagée dans la voile. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité, bien sûr, revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve bien sûr demain à partir de 7h. D'ici là, passez une excellente journée devant TV Vendée, bien sûr. À demain.